On a le plaisir de réaccueillir Gilles Boeuf pour son intervention sur l'acidification des océans. Merci beaucoup. Je ne sais pas si je suis le seul à parler 2 fois de rang. Il marche le micro, vous m'entendez là? Oui. Alors en fait, hier, je vous ai fait un exposé global sur ces considérations sur ce qu'est la biodiversité dans l'océan, son histoire et les ressources que l'humain en tire. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à un phénomène dont on ne parle pas et qui pourtant peut amener à des conséquences dramatiques sur cet océan, peut-être plus graves que tout ce qu'on raconte ici depuis tout à l'heure, là. Parce qu'on ne le verra jamais. Ce n'est ni de la chimie ni de la physique, c'est de la physico-chimie. Simplement, vous allez voir sur un graphe introductif que cet océan, en fait, quand on le compare aux milieux continentaux, il est extrêmement stable. Souvent, on me pose la question, je vous disais hier, 235 000 espèces vivantes connues dans les océans, 1,7 million sur les continents. Or, je dis souvent aussi, 99% de la vie, en volume, est dans l'océan. Le volume offert à la vie, c'est 99% dans l'océan. Ici, dans l'air de la pièce, il y a quelques virus, bactéries, une araignée sur un fil, mais pratiquement tout est lié au sol, à la moquette, à mes cheveux, au sol qui est là. Dans l'océan, vous avez un immense milieu pélagique. Le benthos de l'océan ressemble beaucoup au milieu continental, hein. Dans le benthos, on est sur le fond, on est sur une falaise, on peut comparer à la vie terrestre. Mais le pélagos est fabuleux. On ne change pas à ce qu'est le pélagos. Le pélagos, c'est l'eau qui va du fond à la surface. 11 km au-dessus de la tête quand vous êtes au fond de la fosse des Mariannes. Et c'est vrai que vous avez des êtres vivants partout dans cette masse d'eau. Je prends souvent le cas, moi, en fait, le plancton est typique parce que ce plancton, il se balade dans l'océan au gré du mouvement des masses d'eau, du vent, des courants. Mais vous avez des grosses bêtes. Moi, j'adore les thons rouges. Je me bats pour les thons rouges depuis pas mal de temps. Je vous disais, en Méditerranée, en 10 ans, on a extirpé 83% des stocks de thons rouges qu'on a massacrés. Et ben, je prends le cas d'une femelle de thon. Je prends une femelle parce qu'elles sont plus grandes que les mâles. 23 ans. Elle a 23 ans. Elle a l'âge des étudiants dans la salle ici. Elle fait 400 kilos. Elle n'a jamais vu de sa vie une barrière matérielle. Imaginez ce que c'est. Elle n'a jamais vu un fond. Elle n'a jamais vu une falaise. Elle est dans un milieu où elle avance en permanence sans jamais se cogner. C'est ça l'océan. Et dans cet océan, en ce moment, il se passe un phénomène très particulier qu'on appelle justement acidification. Et pourquoi ça nous préoccupe beaucoup? Parce que tout à l'heure, je vous disais, l'océan est très très stable. En fait, on a pu déposer à Copenhague un volume d'eau de mer, vous imaginez ce que c'est, hein, qui est l'océan mondial, pour toujours. Le pH, l'acidité, toujours la même depuis des millions d'années, des dizaines de millions d'années, 8, 18. La température, la salinité, 1050 milliosmoles de pression osmotique, on en parlait hier. La composition de l'eau de mer avec 62 éléments de la table de chimie de Mendeleïev, c'est très très stable. Alors quand on s'approche de la côte, c'est un peu moins stable, il y a des mélanges avec les apports de la Terre. Mais au large, l'océan est stable et depuis au moins 100 millions d'années. Voilà pourquoi il y a beaucoup moins d'espèces dans l'océan, parce que quand vous avez trop des espèces qui sont bien, c'est comme en foot, pourquoi on changerait une équipe qui gagne, c'est pareil. Donc l'océan diversifie beaucoup moins d'espèces que les continents. C'est intéressant parce qu'au départ, la vie, on l'a dit hier, part dans l'océan. Au départ, tout ce qui est vivant n'est que dans l'océan. Et vous dites hier, vers à peu près 445 millions d'années, à différents moments, sous différentes formes, en différents endroits, la vie sort de l'océan. Il y a eu plein de sorties des océans. Et cette vie va exploser dans les forêts du Carbonifère, avec les insectes qui, aujourd'hui, font largement beaucoup plus que la moitié des espèces vivantes connues. Et c'est vrai que ce milieu qui ne bouge pas, avec cette acidité qui est toujours la même, est en train de changer. En 100 ans, l'océan est 30% plus acide. Il sera 50% plus acide à la fin de ce siècle, totalement lié aux activités humaines. Je vais vous le montrer. La question qu'on pose, bien sûr, c'est quel sera l'impact sur les ressources que l'humain, bien sûr, tire de cet océan. Alors, l'océan, je vous disais, extrêmement stable, tellement stable qu'on a pu le conserver sous la forme d'un mètre cube d'eau de mer à Copenhague. Donc, en anion, en cation, c'est toujours la même chose. Moi, je me suis beaucoup intéressé au potassium. Et j'ai fait de l'eau de mer sans potassium. Il y a 11 millimoles de potassium dans tous les océans du globe. Où que vous soyez, faire du surf, n'importe où, 11 millimoles de potassium. C'est à peu près entre 3 et 5 dans le plasma humain. Ça monte de 1 ou 2 points dans le plasma humain, vous vous retrouvez dans un coma profond. Et j'ai regardé, en fait, si je fais une eau de mer sans potassium, il n'y a pas de vie possible. Le vivant a beaucoup tiré parti du potassium de l'océan pour gérer les problèmes de relation entre entre l'eau et le sel, et les sels qu'on évoquait hier. Et je vous disais hier, pourquoi dans du plasma humain, vous avez effectivement, je vous l'ai mis ici, ça c'est votre sang en ce moment, ici, là, pourquoi vous avez des chlorures, du sodium et du potassium. Quand on regarde les pressions osmotiques, les salinités extrêmes des océans, la mer la plus salée du monde, c'est la mer morte, tellement salée qu'il n'y a pas de vie dedans, quelques micro-organismes, c'est tout. 2500 milliosmoles. Vous avez des cellules rénales chez l'humain qui peuvent atteindre 3000 milliosmoles, là où les sels sont incroyablement concentrés, à peu près le même niveau. Il y a cette relation qu'on a déjà évoquée hier entre la composition de l'eau océanique
et puis le plasma humain, c'est clair. Alors, à la surface, vous avez de la lumière, vous avez toute une vie qui va se développer avec la photosynthèse, c'est clair, hein, les récifs coralliens de surface. Et quand vous descendez dans les grands fonds, il fait toujours froid, il fait toujours noir quand on descend. Et puis, vous avez des faunes assez particulières. Je me rappelle le texte de William Bibb. Bibb, c'est le premier qui va descendre au fond d'un océan. Il est en mer Égée. On est en 1932, il est dans une boîte. Il descend à 986 mètres. C'est le premier qui descend. Et en remontant, il dira « Plus jamais de ma vie, je verrai ce qu'est le noir absolu ». Alors en fait, on a fait pas mal de plongées, on se rend compte que le noir absolu, quelquefois, grâce à la vie, il s'illumine par des flashs, comme les feux d'artifice de tout à l'heure, qui sont les gerbes de bioluminescence d'un calmar qui chasse. On a vu des images très très belles hier sur des étoiles ou des coraux qui s'allument, soit pour chercher un partenaire sexuel, soit pour faire fuir un prédateur, soit pour attirer une proie. Hein. À part ça, on est dans le noir absolument complet. Donc imagine le fond océanique. 70% de la surface de la planète, ce sont les océans. Au moins, les 3/4 de cette surface, ce sont des fonds au moins à 2800 mètres. Profondeur moyenne de l'océan, 3800 mètres. C'est toujours noir, c'est toujours froid, ça a toujours la même salinité, ça a toujours le même pH, la même acidité. Ça ne change pas depuis très 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 longtemps. Et en ce moment, à cause de l'activité humaine, c'est en train de changer. Et jusqu'au fond. Alors voici la courbe, ça fait dresser les cheveux sur la tête. Ça, c'est le pH de l'océan depuis ici, 25 millions d'années. Alors, on a effectivement des preuves. On a des sondes au musée en particulier, on est capable d'aller chercher une paléotempérature dans un silex de 2 milliards d'années. On reconstitue la température de l'eau à ce moment-là, quand elle s'est formée. On retrouve le pH de l'eau, son acidité aussi. Et on se rend compte que depuis... En fait, on a une crise de pH qui s'est effondrée juste avant la 5e grande crise d'extinction, la fameuse crise d'extinction des dinosaures, qui a amené à l'extinction de beaucoup de chaînes trophiques marines, de plancton marin. Des coraux ont disparu aussi à cette époque-là. Et puis, bon, bien sûr, il y a eu ensuite un retour à une situation postérieure un peu meilleure, et on revoit l'explosion des mammifères et des oiseaux vers 55 millions d'années. Donc, on a effectivement un effondrement du pH dans l'océan à cette époque-là. Et on regarde aujourd'hui à quelle vitesse ce pH s'effondre. C'est au moins 10 à 100 fois plus rapide que ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années. Regardez cette courbe, c'est très stable. Hein. Et puis, depuis le début de l'ère industrielle, 1890, ça s'effondre. Et puis, voilà les prévisions pour 2050, 2100 et 2150. Si on continue aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, on ne va pas acheter la licence tout de suite, d'accord? Donc, je ne sais pas comment je l'enlève, ok. Si on continue effectivement à acidifier l'océan en émettant ce CO2, ça va inéluctablement se produire comme ça. Ça ne se voit pas. Hein, vous allez surfer, vous n'avez pas votre pH mètre avec vous pour voir où on est le pH. En plus, ça fluctue à des niveaux, c'est un peu comme nos perturbateurs endocriniens, extrêmement faibles. On me dit 0,1 unité pH, n'oubliez pas, c'est une échelle logarithmique, hein, c'est très important. Depuis toujours l'océan, 8,18, depuis la grande crise d'extinction des dinosaures. Et là, il est à 8,08 aujourd'hui. Et on prévoit effectivement 7,93 à la fin de ce siècle, si on continue à émettre le CO2 au même niveau qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est une question qui est assez inquiétante. Hein. Avoiding dangerous climate change. Bon, le micro ne marche pas. Le monter? Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez du CO2 dans l'océan? D'abord, c'est un très cruel dilemme. L'humain émet du CO2. Alors pourquoi je dis que c'est humain? Parce que simplement, c'est depuis l'ère industrielle. Auparavant, le pH de l'océan n'avait pas bougé. Alors, quand on nous dit aujourd'hui, vous savez, l'humain n'est pour rien dans le changement climatique, bon, sur la température, on peut imaginer effectivement, probablement, qu'on est sur une phase de réchauffement. Donc l'activité humaine vient se surimposer à la phase de réchauffement que l'on vit. Par contre, il faut de très mauvais foi pour dire que l'homme n'y est pour rien. Ça, c'est clair. Je reviens maintenant à l'acidité. Le pH et l'acidité. Vous savez qu'à 7, on est neutre. Au-dessus de 7, on est basique. En dessous de 7, on est acide. Et quand on met du CO2 dans de l'eau de mer, la réaction est classique que vous avez ici. Ce CO2 va se dissoudre. Et puis, on va arriver à quelque chose où vous avez une production d'un acide qui s'appelle l'acide carbonique, qui va se dissocier en ion carbonate et en proton. Hein, c'est justement le H+, c'est lui qui rend les milieux acides. Alors, le pH de l'humain, partout, toutes nos cellules, 7,44. Ça ne bouge pas depuis que l'humain est là. 7,44, c'est ultra contrôlé. L'eau de mer, 8,18. C'est aussi bien contrôlé que le pH d'un sang humain. C'est fabuleux, hein, à l'échelle de tout l'océan de la planète. Et en 30 ans, là, on est passé à 8,08. La question, donc, bien sûr, est très inquiétante. Alors, le dilemme est cruel. Soit ce CO2 qu'on émet reste dans l'atmosphère, ok, ça c'est bon pour l'océan, mais il va contribuer à l'effet de serre, et donc au réchauffement global de la planète, ça c'est clair. Soit à l'inverse, l'océan capte ce CO2, ce qui fait, au moins pour 40%, on le retrouve dans l'océan aujourd'hui. On sait ce qu'on émet, on trouve que 60% dans l'atmosphère. Le reste, il est parti dans l'océan. Alors c'est bien ça pour l'atmosphère, mais ce n'est pas bon pour l'océan, parce que ça va l'acidifier. Donc la question est vraiment sérieuse et intéressante à poser. Alors voici comment ça se passe en fait. Donc ce CO2 qui est émis,
va partir dans l'atmosphère. L'océan, avec les mouvements des vagues de surface, bien sûr, va donc dissoudre ce CO2. Plus l'eau est froide, mieux ça se produit. Et c'est pour ça que les zones arctiques et antarctiques sont particulièrement menacées aujourd'hui, quand on voit l'augmentation effectivement du CO2 et donc la diminution du pH. Donc on voit l'acidité, ça c'est l'ère pré-industrielle, donc avant 1850. À ce qu'on prévoit, lorsqu'on aura doublé le CO2 dans l'atmosphère de l'ère industrielle, on va passer de 280 à 560. Je vous rappelle qu'il y a un mois, dans tous les journaux du monde ont publié, on a passé les 400. Quand je commençais à faire ces travaux, on était 390. Il y a un mois, on est à 400 aujourd'hui. ppm de CO2 dans l'atmosphère globale. Donc vous avez ici effectivement la conséquence, l'acide carbonique qui est produit, les bicarbonates qui diminuent et les carbonates, on va voir justement leur rôle qui s'effondre et qui pose des problèmes considérables. On va être sur un système où les animaux marins ne trouveront plus les carbonates dont ils ont besoin pour faire leur squelette, on parlait du corail à l'instant, ou les coquillages que vous connaissez bien, vos huîtres par exemple, on a vu tout à l'heure, ne pourront plus faire leurs coquilles. On commence à avoir des coins du monde où les coquilles sont molles. Bien sûr, pour les ostréiculteurs, on a calculé, on a fait des coûts économiques de l'acidification à la Chesapeake Bay, aux États-Unis, près de Washington. On a calculé le coût environnemental de l'acidification uniquement sur les productions d'huîtres. C'est une autre forme plus simple ici peut-être. Donc, ère pré-industrielle, ce qu'on imagine être, si on n'arrive pas à bloquer les systèmes, alors pour l'instant, tous les États sont mis d'accord, on fait tout pour ne jamais dépasser 500. C'est comme on fait tout pour ne pas dépasser 2 degrés. Le GIEC nous dit la semaine dernière, alors ils ont révisé un petit peu à la baisse, ça ne sera peut-être pas 6, mais ça sera au moins 4, 4, 5, 4, 8 pour 2100. C'est considérablement important. Alors on peut s'amuser à jouer en disant, oui, mais vous savez, 2 degrés, c'est quoi? J'ai même vu un papier très cynique dans une revue suédoise récemment qui disait, venez acheter votre villa en Suède, dans quelques années, vous aurez le climat de Malaga. Je ne vous raconte pas la tête du climat suédois si le Gulf Stream s'arrête. Bon, ça, c'est un petit peu autre chose aussi. Donc, on peut s'amuser avec des choses comme ça, bien entendu. En tout cas, pour ce pH qui est très clair, c'est que ce CO2 qui se dissout va amener à ce pH qui va donc diminuer, donc acidifier l'océan, et puis ensuite, bien sûr, arriver à quelque chose où les carbonates de construction des coquilles vont s'effondrer. Et l'énergie également. Plus le pH est bas, et plus il faut de l'énergie à l'animal pour faire sa coquille ou pour faire son squelette. Le problème, il est vraiment à ce niveau-là. Alors, question très claire pour vous rassurer, l'océan ne sera jamais acide, c'est impossible. Les sels contenus dans l'océan interdisent de le rendre, il ne sera jamais à moins de 7. Mais passer sur 100 ans de 8,18 à 7,90, c'est considérablement important et impactant. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que le vivant, somme toute, ça fait belle lurette qu'il est habitué aux températures qui changent. Le problème actuel, en fait, c'est que ça va trop vite. Et je ne suis pas tellement intéressé par les valeurs absolues, quand on me dit l'oxygène dissous dans l'eau de mer, le pH, la salinité. Ce n'est pas trop la question. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la vitesse du changement. Ça me préoccupe beaucoup. En température, c'est le cas. Quant au pH, l'acidité, aucun être vivant a été habitué à supporter des variations de pH. Donc, je ne sais pas trop comment le vivant va réagir. Donc, on regarde nos cartographies qui sont prévues. Ça, c'était donc la fin du 19e siècle, fin du 20e siècle, 2050, 2095. Et ces modèles qui sont faits par les océanographes américains nous disent effectivement qu'on va passer d'un milieu qui était assez basique à un milieu qui va effectivement, non pas être acide, mais beaucoup plus acide qu'aujourd'hui. On va donc de ces mauves vers les jaunes, oranges que vous avez ici. Et ça, c'est très important sur l'écosystème marin et sur la vie marine, sur les chaînes trophiques et sur les espèces vivantes. Alors, premier problème pour répondre aux questions qu'on nous pose, on manque dramatiquement de connaissances. J'ai regardé les publications sur l'acidification, 70% sont depuis 2004. Ça n'intéressait personne avant, je comprends un peu. Le pH, il ne bougeait pas. Alors pourquoi on allait s'intéresser à un truc qui ne bougeait pas? Maintenant qu'on voit effectivement que ça commence à changer, ça précipite les travaux de recherche un peu partout dans le monde, et à peu près 70% des papiers sont depuis 2004. Alors la question qu'on nous pose tous les jours, c'est comment le vivant marin va réagir. C'est un papier que j'avais fait il y a 2 ans, en fait, où je rappelle les différences entre les animaux terrestres et les animaux marins. Alors vous avez dans le milieu marin des espèces assez extraordinaires, pour 2 raisons. Je vous ai dit, beaucoup moins d'espèces que sur les continents. Par contre, beaucoup plus de groupes anciens et beaucoup plus de variétés au niveau des groupes. Il y a beaucoup moins d'espèces parce que simplement l'océan a un énorme handicap, il n'a pas d'insectes. Et je vous ai dit que 60% des espèces vivantes, ce sont des insectes, justement. Si je mets les insectes à part, déjà, on peut discuter. Insectes qui viennent des crustacés marins au départ. Donc ici, j'ai mis des groupes assez incroyables. Bon, vous connaissez certainement bien les échinodermes ici et les tuniciers, mais qui connaît ici les siphonophores, les kétoniates ou les cténozoa? Ce sont des groupes qui sont apparus dans l'océan et qui n'en sont jamais sortis. Il y en a 12 comme ça aujourd'hui. Alors bien sûr, je prends le cas des échinodermes que vous connaissez bien, ce sont les étoiles de mer, les oursins, les concombres de mer, les crinoïdes. Ces bestioles apparaissent dans l'océan il y a 570 millions d'années et n'ont jamais pu en sortir. Alors souvent la question qu'on me pose, pourquoi la vie sur des océans? Il n'y a aucune réponse scientifique à une question comme ça, elle avait envie. C'est pas parce qu'il y a une bête qui sort à tête de l'eau, qui regarde des beaux écosystèmes terrestres, qui se dit oh là, je vais sortir. En plus il y a des machins avec des grosses dents de l'autre côté qui le poussent pour sortir. Ça ne s'est pas passé comme ça en fait.
Ça s'est passé par hasard. Et ça s'est passé parce qu'auparavant, il s'était passé un événement extraordinaire dans l'histoire du vivant. C'est que depuis les origines du vivant, les premières cyanobactéries, le milieu intérieur de la cellule, ou des pluricellulaires, vers 2 milliards d'années, c'est de l'eau de mer. Hein. On est composé de la même façon partout. Et à un moment dans l'histoire de l'évolution, vers à peu près 580 millions d'années, dans l'océan, par hasard, sans aucun dessein intelligent, apparaissent des espèces qui vont donner les poissons et les crustacés, qui ont un sang qui n'est plus l'eau de mer, qui est le vôtre et le mien aujourd'hui, 300 milliosmoles. Hein. Donc on a 10 dans une rivière, 1050 dans l'océan, 302 chez un humain. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que dès qu'on a changé ceci, on peut s'approcher des estuaires, on est même mieux en estuaire, on a un milieu qui est saumâtre. Et voilà pourquoi on a des explosions de vie au bord de la côte. Et le vivant est passé par là pour sortir de l'océan. Mais des groupes n'ont jamais réussi à le faire. Donc autant je ne peux pas répondre à la question pourquoi la vie sort de l'eau, je peux répondre à la question pourquoi certains arrivent à sortir, d'autres n'arrivent pas, c'est une question de physiologie ça, que je peux bien effectivement expliquer. Et les oursins étoiles de mer n'en sortiront jamais. Les mollusques céphalopodes, les plus grands invertébrés du monde, on a vu des calmars, hein, ils ne peuvent absolument pas mettre un tentacule dans de l'eau saumâtre. Hein. Quelques points de salinité en moins, ils sont morts. Pourquoi ? Parce qu'ils éclatent. Hein. L'eau douce rentre dans leurs cellules, ils n'ont pas de système de défense et leur plasma est vraiment celui de l'eau salée. Donc vous voyez que tout ça, on peut l'expliquer. Cette vie sur des océans, et donc l'acidité, qu'est-ce qu'elle va faire sur ces groupes ? On ne sait pas trop. On va en étudier certains et pas d'autres. La question, elle est là en fait. Hein. Alors, vous avez des groupes extraordinaires dans l'océan. Hein. Vous avez par exemple ces bestioles, 2 espèces connues. Alors ça, c'est un truc incroyable qui vit sur des mandibules de homard en Norvège. Alors j'aurais dit, commencez par aller voir des mandibules de homard en Nouvelle-Zélande déjà, hein, qui se fait transporter par les mandibules de homard. On ne sait pas trop où les mettre, donc on en a fait un embranchement. Il n'y a que dans l'océan qu'on voit ça. C'est très très vieux, très ancien, puis c'est resté comme ça depuis très longtemps. C'est pour ça que je me bats très fort en ce moment contre les pêches profondes, où on va aller attaquer des milieux pour des ressources dont l'humain n'a absolument pas besoin. Hein, continuer à bouffer des patates ou du maïs, hein, mais le maïs encore c'est pas terrible, hein, des patates ou des pommes, mais pas d'aller manger des poissons, des grands fonds, qui se reproduisent à 32 ans pour la première maturation sexuelle et qui font 4 bébés par an pour les requins, certains requins. Donc ici, on est sur quelque chose, effectivement, où on va regarder chaque groupe les uns après les autres, et c'est pas facile. Donc l'océan ne sera jamais acide, mais le rythme de diminution actuel de son acidité est 100 fois plus rapide que durant les derniers 20 millions d'années, en 100 ans. La chute de l'acidité du pH avant la 5e grande crise d'extinction, on est 10 fois plus rapide aujourd'hui que ça. Et nombre d'espèces avaient disparu. Domaine de recherche très récent, je vous le disais tout à l'heure, l'océan pourrait devenir en fait non pas acide mais corrosif pour beaucoup d'espèces vivantes qui le peuplent. On a beaucoup d'inconnus, on n'a pas assez travaillé. En fait, on se rend compte que ça va beaucoup affecter les stades jeunes, comme souvent d'ailleurs, hein, et beaucoup les questions énergétiques. Il leur faudra beaucoup plus d'énergie pour s'adapter. Les bicarbonates vont s'effondrer. Les coccolithophoridés qui vous forment ces falaises de craie incroyables sont très affectés par la baisse du pH. Ils ont marqué les territoires. Quand vous avez 100 mètres de falaises en Pays de Caux, en Normandie, qui sont uniquement faits de milliards de petits morceaux de thé, de coquillages qui ont vécu au moment de l'ère jurassique, il y a 150 millions d'années, tout ça va être très affecté par l'acidification. Ensuite, vous avez les foraminifères. On a déjà mesuré dans l'océan glacial antarctique, 30%, les coquilles sont 30% plus légères qu'auparavant. Les cyanobactéries vont être favorisées par le pH. On va modifier, on va revenir aux mers du Permien. Les méduses vont être favorisées par le pH qui va baisser. Les poissons, les crustacés vont être affectés ainsi que les mollusques. D'autres vont être au contraire tirés parti. On va revenir à des mers antérieures, à un moment où l'acidité était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Donc les coraux, alors le blanchissement du corail est très fortement affecté par à la fois un double effet, température qui augmente, acidité qui augmente, donc pH qui diminue. Les coraux profonds, 70% des coraux profonds vont être affectés. Ils font d'énormes biomasses au fond des océans, au-delà du 1200 mètres. Alors vous comprenez pourquoi je me bats, pas qu'on aille mettre des chaluts profonds dans ces coraux, évidemment. Hein. 5 minutes de chalut dans des coraux profonds, vous détruisez en 5 minutes 1000 ans de grandissement d'un écosystème. Les animaux les plus vieux de la planète, ce sont des coraux profonds qui ont été datés à 3000 ans pour la même colonie. Chaîne trophique affectée, les poissons. Alors les poissons, en plus, n'aiment pas trop quand le pH varie. On sait maintenant aussi que quand le pH varie et l'acidité augmente, ça va augmenter la sensibilité à la température. Ils vont trinquer encore un peu plus, ce sont des effets synergie. Donc température qui augmente, c'est compliqué. L'acidité qui augmente, le pH qui diminue. Et en plus, on continue à les pêcher. Ça commence à faire beaucoup. Alors, on se rend compte que les faunes vont varier avec le temps. Vous avez également des fluctuations jour-nuit, d'upwelling, ça on le connaît depuis très longtemps. Vous avez de l'eau profonde qui remonte pendant la nuit. Alors, l'acidification touche l'océan jusqu'à 400 mètres aujourd'hui. Chaque année, on gagne 100 mètres. Et un jour, l'océan sera acide jusqu'au fond, jusqu'à 11 km. Le jour où on sera là, il faudra quelques paquets de millions d'années pour revenir dans l'autre sens. Hein. Donc ça descend sans arrêt. Et effectivement, on va se rendre compte que le fait que cette eau profonde remonte tous les jours, donc on a 8-18 au fond,
8,08 en surface aujourd'hui, et ça, ils n'aiment pas du tout. Tous les jours, il faut encaisser une différence de pH. Toutes les nuits. On revient au problème justement de ces microdoses qui vont... C'est un effet physico-chimique qui va être très impactant sur ces faunes particulières. La pompe à carbone peut très bien se modifier, ça c'est la grande terreur actuelle. Hein. On a calculé, mais c'est extrêmement global, que ça pourrait amener à 400 milliards d'euros de manque à gagner par an. Tout ça, c'est extrêmement à la louche. Hein. Ce qui est clair, c'est que les ressources vivantes de l'océan sont très menacées. Et bien sûr, on continue toujours à faire du tourisme sur les côtes et on continue toujours, bien sûr, aussi à surexploiter au niveau des stocks. Donc ça commence à faire beaucoup. Alors j'en arrive au bout. Pour vous dire que le dilemme est cruel aujourd'hui, hein, où l'océan garde effectivement le CO2 et s'acidifie, où bien l'atmosphère le garde et l'effet de serre est plus grand. Et effectivement, on passe vraiment de Caraïbes en Scylla, on peut se poser la question. Alors, quelques images, le corail très affecté, les huîtres, les palourdes, les gorgones aussi. On a un épisode très inquiétant à Marseille qui était la température il y a quelques années, mais qui peut aller très vite, effectivement. Hein. Ça, ce sont des crustacés qu'on a trouvés récemment dans une campagne d'investigation sur une île de la Guadeloupe. Hein. Beaucoup sont là en Guadeloupe, vous mettez sur le sable et puis vous allez faire du surf, vous balader. Vous ne creusez pas à 1 mètre dans le sol. Tout ça, c'est nouveau. C'est merveilleusement beau. Alors, je vous ai mis les plus beaux, je n'ai pas mis les moches. Hein. Mais je vous ai mis des beaux. C'est grand comme ça. Hein. On peut en trouver comme ça des centaines d'espèces tous les jours si on veut. Ils ne sont pas connus. Hein. C'est une biodiversité de petites espèces dans les sables, un petit peu partout dans le monde. Alors eux sont menacés. On monte sur les crustacés qui a un effet sur un crabe. On a regardé effectivement comment, à des pH plus bas, ils réagissaient. Ils montrent une sensibilisation de plus en plus importante à la température. Plus le pH diminue, plus sa sensibilité et sa capacité à répondre à la température qui augmente diminue. Ça devient un peu compliqué. Alors ça, c'est les ressources mondiales. Je vous ai mis en huîtres, pêche, aquaculture. Les moules, pêche, aquaculture. Coquille Saint-Jacques, pêche, aquaculture. Palourde, pêche, aquaculture. Entre 1990 et 2010, tous ces stocks-là vont être fortement affectés par le changement de pH et l'acidification. La pêche également, bien sûr, va être affectée. Je vous ai mis une image de coraux profonds ici, où vous avez des groupes absolument fabuleux d'animaux très anciens qui poussent très, 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 très lentement et qui ne pourront pas supporter des variations de pH. Voilà, c'est ma dernière image. Donc l'acidification, problème encore en plus par rapport à tout ce qu'on a raconté, totalement les activités humaines. On a 3 gros laboratoires dans le monde, hein, un aux Bermudes, un en Méditerranée, un autre en Asie orientale. On fait des mesures extrêmement précises de ces facteurs qui changent en permanence. C'est totalement lié au CO2, hein. On a fait les mesures. Vous augmentez le CO2, le pH diminue. Il n'y a absolument pas de problème, c'est très très clair. Et c'est du CO2 d'origine bien sûr anthropique, puisque le pH n'avait pas commencé à baisser avant l'ère industrielle. Et ce qu'on voit très bien aujourd'hui, la température peut augmenter à cause de raisons effectivement non humaines, mais le pH, non. Le pH en mer, il baisse parce qu'on émet du CO2. Et on se rend compte aujourd'hui que toutes ces questions qui sont particulières là sont effectivement posées, avec un facteur de plus qui est très discret, dont on ne parle pas. Je terminerai simplement en disant que même M. Allègre, c'est pas trop mon copain, vous imaginez bien, il traverse souvent le jardin des plantes à Paris. Donc je le rencontre avant d'aller à l'Institut de physique du Globe, c'est juste en face. Et puis on parle souvent de ces considérations environnementales sur le climat. Il m'avait quand même dit, ton pH, là quand même, ça commence à me préoccuper. Merci beaucoup.